Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur la thérapie des schémas de Jeffrey Young. Et aujourd'hui, regardez l'étape 2 qui est tout ce qui est lié à la relation interpersonnelle, où dans ce cas-là, Jung établit deux schémas, le schéma de carence affective ou le schéma d'exclusion. Alors là encore, hein, il y a toujours les tableaux pour savoir votre notation là-dessus. Euh, Nous, quand on n'utilise pas de grille, n'hésitez pas, hein, votre questionnement peut, à un moment donné, quand la personne va par exemple sur la carence affective, dire il me manque toujours quelque chose, j'ai pas été assez aimé, je ne suis pas acceptable comme je suis. Vous verrez que ça va être aussi lié parfois à perfection, ça va être lié à d'autres schémas, hein. Comme je vous ai dit, les schémas ne sont pas uniques. Et ce que je trouve sympa, c'est que si on prend le schéma de développement, on peut se dire, tiens, bah, peut-être il y a un problème dans la sécu, il y a un problème dans les relations, il y a un problème dans l'autonomie, etc., etc. Bon, là, c'est mon hypothèse, mais j'imagine qu'ils ont dû travailler dessus, hein. J'ai pas suffisamment de background pour le moment. Euh, donc, cette notion, se sentir en carence affective, on m'aime jamais assez, le conjoint, les amis, la famille, personne n'aime assez. Bien sûr, on répète un schéma qu'on a déjà vu, qu'on a déjà connu. Les parents qui n'ont pas assez donné d'attention, qui ont plus aimé un enfant qu'un autre, qui avaient une personne malade. Parfois, on va avoir cette notion-là, hein, le père ou la mère est malade ou un autre enfant et ça manque complètement. Voire en plus, il y a un besoin d'être utile, etc. Pensez, hein, dans tout ça, vous allez retrouver les drivers d'analyse transactionnelle qui peuvent être présents, sois gentil, fais de ton mieux. On va avoir toutes ces notions-là qui vont en fait parfois ne même pas avoir le feedback. Genre, je veux mon salaire, hein, mais je veux mes strokes et tu me donnes que dalle parce que bah, l'enfant est en train de pleurer, parce que le père est en train de boire, parce que. Donc schéma carence affective. Il y a le schéma exclusion, donc toujours dans le rapport interpersonnel. Intéressant, le schéma d'exclusion, c'est se sentir différent d'eux, se sentir non adapté à. Donc parfois, quand il y a une différence physique, quand il y a une différence mentale, un rejet, donc souvent du groupe, hein. On revient toujours. Alors là, sur les notions qu'on va avoir beaucoup et chez Adler, et en analyse transac, ce rapport du groupe, Ferenczi en parlait un petit peu, on va avoir, et là c'est aussi intéressant, si on reprend la théorie polyvagale, à se dire, quand vous êtes apaisé, en phase, etc., vous vous sentez toujours dans un rapport de communauté, et bien dans la communauté. Donc en gros, quand vous êtes en vagal ventral, là, vous êtes bien. D'ailleurs, je sais plus, là je regardais un cours de bio et j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je sais plus, c'est pas ocytocine, c'est. Il y a une hormone qui se développe particulièrement. Je sais plus laquelle. J'ai honte. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai honte, pas trop vraiment en fait, mais je ne me souviens plus. Euh, qui se développe au niveau du ventre particulièrement et qui crée des cadres relationnels et la facilité à avoir des bonnes relations. Donc là, on a tout le système, la théorie polyvagale qui pourrait venir dedans. Donc effectivement, la notion d'exclusion va être souvent en plus une notion qui va amener la plupart du temps du flight en réponse, c'est-à-dire je m'auto-exclus vu que j'ai été exclu. Donc bah, je rentre jamais dans un schéma où je suis toujours mal à l'aise et je me sens différent et je me sens pas bien. Les personnes qui vont avoir des douances quelconques, hein, je parle même pas de surdouance parce que vous savez mon point de vue là-dessus, mais quand les personnes sont hyper focus, des geeks, des trucs, des passionnés, etc., souvent ils peuvent avoir cette sensation-là, en souhaitant parfois qu'ils trouvent dans un groupe autre chose, mais parfois ils prennent des cheminements où c'est des disciplines où ils sont très seuls parce qu'ils s'auto-excluent, et donc bien sûr, dans le futur, imaginez bien, d'un point de vue relationnel, c'est un peu compliqué. Et en plus, ils se sentent toujours différents. Là, on pourrait y mettre une notion parfois un petit peu, on pourrait le rapprocher, en tout cas se poser la question du schéma d'exclusion pour les personnes qui font du 4 en énéagramme, quête d'authenticité. D'accord. Après, on passe sur l'étape qui suit, c'est-à-dire l'autonomie. Dans l'autonomie, lui, il voit schéma de dépendance. Donc, euh, les parents n'ont pas laissé de liberté, ont tout fait pour, ont rendu dépendant à.
Donc avec une incapacité à se rendre autonome, à toujours avoir l'impression et à se rapprocher des gens qui vont bien sûr faire recréer tout le modèle et donc bah, des maris ou des femmes qui vont être complètement à prendre tout et à mener, qui pourront emmener potentiellement à des PN, etc., etc. En tout cas, parfois des bons pervers ou des relations sadomaso un peu complexes. Euh, Va y avoir cette notion-là, et de l'autre côté, va y avoir le schéma de vulnérabilité, se dire constamment, on l'a avec les parents qui surcouvrent les enfants, qui vont avoir ce truc à fais attention, si tu manges ça, tu vas tomber malade, fais attention, ceci ou cela, qui crée plein de phobies quand ils sont adultes. Et on l'a beaucoup, ça, hein, en cabinet, des personnes qui n'arrivent pas à être autonomes, et en fait, la phobie fait que ça ramène plein de gens autour d'eux, et ils sont hyper mal à l'aise. Alors après, on pourra me dire, oui, mais les agoraphobes, c'est pas gagné. Mais dans ce cas-là, on retourne après dans un élément intéressant qui peut être la relation interpersonnelle. Et là, ça peut être un cheminement qui est intéressant à faire dans notre questionnement, à se dire, est-ce que ma phobie, qui m'a emmené une vulnérabilité, j'ai peur de, je ne peux plus sortir vers, est-ce qu'il ne nous ramène pas à un schéma qui en fait n'est pas lié forcément tout de suite à l'autonomie, mais plutôt à l'étape d'avant, qui a été la relation interpersonnelle, et donc à ce moment-là, se dire, bah, je suis dans un modèle d'exclusion. Et ça peut être intéressant. Alors là, je vous donne ma vision et ma manière, comment je travaillerai avec ces outils-là. Après, bien sûr, étudier l'œuvre de Jung là-dessus. Là, je vous donne moi ma manière de voir et comment je vais l'intégrer ou je vais le développer dans ma pratique et dans mes réflexions. Donc, se dire, un petit peu comme un Maslow, c'est-à-dire que au départ, il y a la sécurité, les relations interpersonnelles, l'autonomie. On a aussi sur un deal, mais tout cet élément qui monte petit à petit et peut-être revenir sur des bases, sur des strates plus basses, à un moment donné, plus primitives. Et peut-être qu'avant de travailler l'autonomie, le travail interpersonnel peut être important. Là, c'est un questionnement à voir. Je pense qu'il y a des éléments intéressants à prendre en compte. On a après donc l'autonomie, l'estime de soi, parce que logique, hein, je suis autonome, donc comment moi je m'estime, je me vois. Et là, il voit deux schémas, schéma d'imperfection. Alors on pourrait retrouver les 1 en quête de perfection chez les énéagrammes, les 6 aussi, hein, qui se mettent une pression de ouf pour tenter d'être parfait, pour entrer dans le groupe et dans le schéma et dans les modèles. Et ben là, on va avoir cette notion-là. Toujours avoir l'impression qu'on n'est pas assez, pas suffisant, donc en faire beaucoup. Donc on peut avoir des 3 qui vont être souvent dans des schémas aussi d'imperfection. Il faut que je fasse plus, encore davantage, parce que je peux pas rater, je peux pas foirer, je peux pas être imparfait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'autre schéma est lié à l'échec. Je suis un échec, tout ce que je fais est un échec, j'arriverai à rien, c'est pas possible. Donc vous imaginez bien, reprenez toujours au niveau familial, au niveau des schémas, des structures, bah, on se doute bien que les parents qui sont tout le temps en train de dire il faut que tu sois bon, il faut que tu sois génial, faut pas que tu loupes, faut pas que tu perdes, etc., etc., bah, ça peut créer clairement sur l'estime de soi une problématique soit de perfection. Et là, on a le soi parfait, le driver qui a pu être imposé par les parents, driver daté, hein, le soi parfait. On va avoir cette notion d'échec, problématique à l'échec, et toujours se sentir dans l'échec, et donc tout va être échec, mes relations, mon travail, ça sera jamais assez bien, etc. etc. Il va y avoir des éléments qui sont super intéressants à regarder dans l'enfance à ce niveau-là. Enfin, on a expression de soi, donc schéma assujettissement, en fait, on l'a beaucoup avec les personnes qui font du 2 en énéagramme, quête de reconnaissance. Je m'oublie moi pour les autres, je m'assujettis constamment à, parce que j'ai peur que les gens ne m'aiment plus, et puis de toute façon, il n'y a que comme ça que je reçois des strokes, donc je m'oublie complètement, j'arrive pas à donner mes opinions ni quoi que ce soit, et c'est les autres qui ont raison. On va voir ça avec des 2 et des 9 en énagramme, notamment, en tout cas, on peut trouver ça, hein, on ne va pas l'avoir nécessairement. Ce qui est intéressant, hein, bien sûr, gardez toujours en tête qu'on peut avoir une réponse fight, flight, freeze, et on pourrait avoir l'inverse, c'est-à-dire la personne qui, à la place de s'assujettir, va par exemple ne rien dire à son N+1, et puis à ses N-1, à ses employés, il va les déchirer de ouf pour compenser. Et là, on retrouve le rapport sentiment d'infériorité qui amène à assujettissement. On peut le ramener vraiment à cette notion, un sentiment d'infériorité qui ramène à une compensation, surcompensation, la contre-attaque dans la sémantique de, de Jung. Et à ce moment-là, Jung, j'ai phrasé Jung, hein, donc à ce moment-là, bah, on a une espèce de truc parfois un peu complexe, nous, à observer et à capter.
Parce que si le gars, il est en assujettissement, mais que même en début de session, il est en mode je te laisserai pas me m'hypnotiser ou me faire dire des choses ou blablabla, bah ça se trouve, c'est pas quelqu'un qui est en mode alpha, type genre ouais, c'est moi le bonhomme, mais au contraire, c'est peut-être quelqu'un qui est complètement tout en bas, en train de se dire oh putain, c'est chaud, et qui, par réactance, va fonctionner comme ça, par compensation. D'accord? C'est là où c'est intéressant parce qu'on commence à voir l'ensemble des modèles qui se mettent en place et on a tous ces croisements à se dire ah bah oui mais attends, est-ce qu'il y adhère, est-ce qu'il fuit, est-ce qu'il contre-attaque, ok, qu'est-ce qui se passe? Et ça pour nous c'est hyper intéressant parce que ça nous donne vraiment des cheminements et c'est là où je me dis à chaque fois être bien c'est vraiment personnel parce que il n'y a pas une version de ce qui est être bien en tant qu'être humain. C'est vraiment vous avec vous-même et c'est à vous donc de créer et de décider ces, 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 ces critères clés pour vous. Euh, ouais, assujettissement et sinon exigence élevée. Donc on va avoir toujours dans l'expression de soi, euh, un peu comme dans les notions des personnes qui vont être dans un schéma d'imperfection, je suis jamais assez bien. Il y a ceux qui vont faire l'inverse, genre, faut toujours que ce soit mieux, toujours que ce soit plus fort, mieux, davantage, etc., etc. On pourrait retrouver ça dans les personnes qui font du 3, ils me font encore davantage, plus. Des doueurs, beaucoup de doueurs vont avoir cette notion-là. On peut avoir ça, bien sûr, dans les personnes qui font du 1, quête de perfection, cette notion là de se dire le soi parfait à nouveau, fais des efforts, fais encore plus d'efforts, plus qu'on a en AT, et on voit les personnes qui se crispent complètement parce qu'ils seront jamais satisfaits d'eux. Et donc là, il y a un vrai problème d'expression de soi. Ça, je trouve que c'est intéressant. Je reviens dessus parce que je pense que c'est un des éléments qui moi me plaît le plus, cette notion de se dire ah bah ouais, là on est sur une problématique d'expression de soi. Et il y a vraiment pas mal de choses. On pourrait rattacher ça, je verrai si je fais une vidéo là-dessus, mais on pourrait rattacher tout ça avec le process com. Quel type de besoin t'as là? Dans ton expression de toi, quand t'es dans un schéma d'assujettissement, t'as quoi? Besoin de reconnaissance de la personne? Peut-être besoin de reconnaissance de ton travail? C'est là où c'est intéressant. Besoin de stimulation. Tu peux très bien te dire, je m'assujettis, je me soumets à pour être stimulé. Cool. Pourquoi ou quand comment? Ça, c'est vraiment intéressant. Donc on a en plus à tout ça on peut y greffer vraiment beaucoup de processus de pensée psycho qui sont vraiment cool je trouve. Et enfin à la fin dernier c'est le seul qui a un seul critère, un seul schéma, c'est les limites, les cadres. Et là c'est tout m'est dû, d'accord, tout m'est dû. Et donc c'est la pire chose comme appelé Adler à ce niveau-là. Le syndrome de l'enfant gâté, celui qui veut tout avoir tout le temps et qui refuse toute frustration par rapport à ça. On pourrait le retrouver chez certains 8 dans leur problème avec la frustration, à se poser des questions, est-ce qu'il y a eu une notion d'enfant gâté ou pas. En tout cas, bon, vous savez que... vous savez. Adler est celui qui estimait que c'est la pire chose à faire de gâter les enfants. Vaut mieux être plus dur que de les gâter. Et aujourd'hui, vu qu'on est en plus dans une société très enfant-roi, c'est intéressant de voir les feedbacks qu'il va y avoir, et où tout est dû. Et donc la résistance à tout ce qui va être restriction, empêchement, frustration, va être complexe. Donc dans le passé, on peut imaginer que... ouais, je pense qu'il n'y a pas à vous faire 10 000 dessins, hein, mais cette notion et cette relation parfois fusionnelle, là, il faut se poser des questions entre le parent et l'enfant, où l'enfant devient une projection du parent, et après, il ne devient à ce moment-là que tout m'est dû. Donc j'ai très peu de limites, j'ai pas de limites, et c'est à vous, praticiens, et ça vous allez l'avoir avec les gens, vous dites, bah, j'ai rendez-vous quoi, je peux vous donner rendez-vous que vendredi, et le gars il dit non mais vous pouvez pas jeudi parce que moi j'ai un créneau jeudi. C'est cool, mais non. Non. Et ouais, le mec il va insister. Non. Alors ça peut être intéressant à prendre d'entrée, tu dis ok, le mec capte pas le cadre, et à ce moment-là, pour ceux qui posent leur cadre en début de session, de bien poser votre cadre, parce que là vous allez vous retrouver dans quoi? Enfant rebelle, voire enfant libre, mais là je pense que ça va être plus de l'enfant rebelle que vous allez avoir, et à ce moment-là, il va y avoir tout un cheminement à travailler. Bon, je tente de vous faire des petits liens comme ça, comme je le fais au vol,
parce que j'avais envie de vous partager ce cheminement-là. Mais il y a vraiment plein de choses. Il faudra que je m'amuse à faire un petit tableau où je vais regrouper l'AT, Processcom, Enneagram, éventuellement un peu de MBTI, tout le travail des schémas. Et puis les travaux d'Adler, les travaux de psycho. Et se dire, tiens, bah ouais, on peut se poser tel type de question, tel type de question, tel type de question. Et lui poser, bien sûr, à un autre partenaire pour voir la progression. Donc là, ça s'arrête ici. Pensez. Après, il y a tout un travail donc où ils bossent sur eux le côté cognitif. Rends-toi compte de tes schémas. Et après, tout un travail de trans. Donc conscientisation que vous pouvez avoir avec votre questionnement, votre questiosophie. Prise de conscience. Après, mise en transe. Travail. Acte symbolique. Eux, ils aiment beaucoup écrire aux parents, écrire aux bourreaux. Donc on pourrait travailler aussi sur le Cartman. Hein. Écrivez à vos bourreaux, écrivez à vos sauveurs, écrivez à vos victimes. Et voyez, lâchez des choses. Les émotions clés, tristesse, peur, euh, où ils vont beaucoup bosser dessus. Mais on se retrouve beaucoup dans la pratique à des choses trans, travail d'acte symbolique et travail de prescription de tâches. Et ça, c'est assez sympa parce que vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent être mis en place assez facilement. Après, bien sûr, votre créativité peut aider. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vais voir si je fais un petit tableau de tout ça. Ça peut être marrant à faire si j'ai le temps ce week-end. Et comme ça, bah, on fera un petit peu les parallèles. Quoi, je ferai, et puis vous les ferez chez vous, si ça vous parle dans votre pratique. Voilà. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Big one. Ciao.